c'était juste pour vous préciser ça. Par rapport à... Je vais passer la parole à Olivier. On a eu la chance de te rencontrer et de t'apprécier dans les débats en Bretagne à plusieurs reprises. Et ton livre, qui malheureusement est tellement parti qu'on ne pourra pas le proposer à la table, tu as intitulé ton livre donc Macron, entreprise de démolition, et que nous vivons désormais d'une manière accélérée. Enfin, le rêve de Denis Kessler est en train de se réaliser, lui qui voulait défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Donc là, il est il doit être heureux. Donc moi, je vais te laisser la parole pour aborder les forces, les faiblesses, voire les supercheries de cette ambition d'Emmanuel Macron. Bon, merci pour l'invitation, mais c'était un rendez-vous de la fidélité. À 11h ici, au regard de ce qu'on a engagé au cours des derniers mois dans une relation politique, mais fraternelle et humaine. Le dernier passage était à l'Octudie, je vois Ismaël, bon, c'est toujours plaisir à vous retrouver. Je crois que c'est pour répondre au premier intervenant, je crois que c'est peut-être le premier débat sur la fête de l'humain avec un tel intitulé. Il faudrait le vérifier. Mais peut-être. Pour vous répondre directement, par rapport à la somme des discriminations, des fractures dans notre société qui agissent, vous les avez énumérées les unes après les autres, je ne les développe pas. Il est certain aujourd'hui que l'agisme, lorsque vous pouvez écouter un dirigeant du Parti communiste français, n'apparaît pas comme l'une des priorités. Dont acte. Mais j'ai le sentiment qu'elle n'est pas, cette priorité n'est pas non plus inscrite au firmament de l'actualité du débat politique dans la société en général. Ni même, ce qui est plus désolant, dans nos politiques publiques. Ni même dans le travail éducatif auprès des plus jeunes, parce que c'est peut-être là que les révolutions culturelles, le rapport à la société se construit. C'est un constat, vous l'avez fait, je le partage, je ne m'y arrête pas davantage. Après, j'ai souri quand vous avez filé l'exemple sur la présidentielle. Au final, j'ai un écho, je ne sais pas si on peut... Parce que c'est très désagréable derrière, je me suis mal positionné par rapport à... C'est pour vous et pour moi, ça va aller mieux. Quand vous avez parlé de la présidentielle, je m'interrogeais un peu. En fait, peu importe l'âge, d'abord il faudra changer la politique en faisant en sorte que cette élection ne soit plus le verrou des changements pour notre pays. Voilà. Je pense que l'élection présidentielle telle qu'elle fonctionne ne permet pas véritablement d'avoir le débat que nous méritons. Mais ça c'est une autre chose, c'est sur la réforme des institutions. Mais l'âge ne fait rien à l'affaire. Voilà, qu'on peut continuer quand on est con, mais c'est pas ce que je voulais dire. Là, je ne fais rien à l'affaire parce que, regardez, normalement, notre pays a élu un président jeune, dynamique, performant. Vous vous souvenez les meetings qui étaient les siens, en marche. Et au final, le projet politique qu'il est en train de mettre en œuvre est un très vieux projet politique, très daté, très ridé. Celui des premiers de cordée, il a peut-être changé la sémantique, mais déjà Donald Reagan parlait des effets positifs du ruissellement. Que tous les économistes depuis, y compris les plus libéraux, ont dénoncé dans le sens où il était ce projet qui consiste à arroser les plus riches, on va se dire les choses, à milliards d'euros en cadeaux fiscaux, ferait qu'en sorte ça ruissellerait, vous savez, comme l'image d'une pyramide de coupe de champagne, au final tout le monde serait servi. Bon, on sait absolument que cela ne fonctionne pas ainsi, mais vous voyez là l'image, un jeune président mais pour un projet politique très vieux. Ça ne m'ennuierait absolument pas qui est un Jérémy Corbyn français. Ou qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Hier, j'ai le bonheur d'être à côté de Josette Audin, la veuve de Maurice Audin.
Qu'est-ce qu'il y avait comme jeunesse et comme passion de vivre dans son regard, dans ce moment-là, qui nous a tous saisis d'émotion. La question n'est donc pas l'âge. La question est la jeunesse du monde. Je ne pense pas qu'on est sur un changement, sur une évolution dans la période, mais qu'on est plutôt dans un changement de période. Marie-Georges Buffet, qui passe derrière nous, m'a toujours dit, tu sais Olivier, on peut mesurer l'état d'une société quand on regarde la situation faite aux plus jeunes et à nos anciens. Elle avait parfaitement raison. Et donc la situation, bonne fête Marie-Georges, et donc la situation faite aujourd'hui à nos plus jeunes et aux personnes âgées montre véritablement pas uniquement une crise politique, pas uniquement une crise de société, mais une crise de civilisation. Les choses vont mal. Alors après, il faut rentrer dans le dur, sinon c'est un débat, ce monde des bisounours. Il n'y a aucune fatalité à tout ça, ce sont des choix politiques, ce sont des arbitrages politiques. On ne parle jamais mieux que des territoires dans lesquels on se déploie. J'ai été le premier président de la mission locale à Pau, on suivait 4500 jeunes, à dire j'en ai assez que les élus aillent porter des petits paniers de chocolat aux personnes âgées dans les EHPAD et les maisons de retraite. Je trouvais cette situation, alors le maire à l'époque vous disait, bon ben, on va, les élus, prenez vos petits ballotins de chocolat, toi tu vas dans tel EHPAD et tout ça. Je dis mais c'est monstrueux, c'est affreux. Et donc j'ai renversé la table sur un conseil municipal en disant, écoutez, moi j'ai 4500 jeunes dans l'association que je préside, il y a tant de personnes âgées dans les EHPAD et les maisons de retraite. Il y a l'un des projets de ces jeunes, c'est de sensibiliser nos anciens aux nouvelles technologies, notamment que les personnes âgées puissent plus facilement, à partir de leur portable, envoyer un SMS à leurs petits-enfants. Parce qu'il y avait eu un diagnostic dans les maisons de retraite en disant, bon, mais c'est... Tout le monde a pensé, et ça, c'était une expérience formidable, tout le monde a pensé que c'est super, les personnes âgées allaient être très contentes de voir arriver cette jeunesse. Et au final, le résultat des courses, c'est que c'était les jeunes. En mission locale, vous avez les jeunes les plus cabossés, hein, les moins insérés, les moins bons. Comme on dit, les décrocheurs, alors que c'est la société qui décroche à la rencontre. Mais au final, alors qu'on pensait que le mouvement positif allait de cette jeunesse vers les personnes âgées, on s'est rendu compte que c'était ce que apportaient ces personnes âgées dans ce moment-là qui aidait nos jeunes. Notamment le fait de se poser. Il y a dans l'agisme aussi ce que produit la société, toujours plus performant, toujours plus vite, toujours plus beau, toujours plus je ne sais pas quoi. Alors que ces personnes âgées qui recevaient ces jeunes, voilà, autour d'une table, les jeunes montraient, j'ai assisté à ça, comment on envoie, comment on reçoit, Et après la discussion se menait sur tu veux faire quoi dans la vie, comment tu vas le faire, comment, mais moi j'ai tel souvenir, etc. Et je suis content parce que malgré les alternances politiques, ça continue à se faire à Pau et dans son agglomération. Après, je termine là-dessus parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. On ne peut pas laisser faire année après année cette saloperie qui consiste, chaque fois que la question des personnes âgées arrive dans un débat politique, il est toujours question de coûts, toujours question de dépenses. On va ouvrir là un méga chantier sur les retraites. Ils ont commencé à planter des banderilles sur le plan idéologique et politique pour dire que c'est un coût. Dans un pays riche comme le nôtre, au regard de la richesse produite, du niveau de développement, de la progression des sciences et des recherches, il est absolument inadmissible dans un pays dit développé comme les nôtres, que le troisième temps de vie, après celui de la formation, après celui du travail, encore faudrait-il beaucoup s'interroger aujourd'hui sur le travail. On le fait dans de nombreux emplois, dans de nombreux espaces de la fête de l'humain, que le troisième temps de vie soit véritablement un temps de vie sécurisé, du bien vivre, j'ai envie de dire, d'une utilité sociale sortie des logiques marchandes. Après une vie faite d'expériences formidables, l'expérience accumulée, que nos anciens, nos vieux, personnes âgées, je ne sais plus comment vous dites, moi j'aime bien l'ensemble de ces termes-là, ils disent des choses de la manière dont on les emploie, mais je trouve que c'est un gâchis social formidable,
que systématiquement que le débat vienne, il vienne sur combien ça coûte. Quand ça a commencé à parler sur la situation dans les EHPAD, les salariés de ces EHPAD, avec beaucoup de dignité, ont pris la parole. Je n'ai pas souvenir que la presse nationale ou la PQR ait autant parlé des EHPAD dans ce moment-là. Oh, ça a duré 2-3 jours, de manière forte, à la une des médias. Pendant une matinée, j'ai stabiloté sur l'ensemble de la presse quotidienne régionale les mots qui vont, ce qu'on appelle le verbatim, c'est-à-dire la manière dont ces salariés parlaient. Non pas nous, comment on reproduisait leurs propos, mais les mots, eux, qu'ils utilisaient, les formules qui venaient. J'en ai gardé un mémoire. Une personne d'Orthès, dans un EHPAD, qui disait « On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. » Lorsque une personne âgée, une résidente d'un EHPAD, nous dit le matin, les yeux embrumés, avec pas le moral, qui dit à sa soignante « Vous passerez me voir aujourd'hui », que nous répondons « Oui, on passera », alors qu'on sait parfaitement qu'on n'aura pas le temps de passer. Il y a une forme digne, on est à la fête de l'humanité, mais il y a une forme d'inhumanité à cela. Elle poursuivait. On est toujours bienveillants, mais nous commençons à devenir maltraitants. Nous sommes toujours bienveillants, mais nous commençons à devenir maltraitants. Mais bon sang, il n'y a aucune fatalité à ça. Un temps plein, un poste plein, qualifié par résident, c'est possible. C'est une goutte d'eau budgétaire. Quand on voit que la suppression de l'ISF a fait 5 milliards d'euros, quand on voit les records de dividendes, record européen quasiment mondial pour nous aujourd'hui, quand on voit que l'exit tax, la dernière saloperie trouvée, et vous le savez tous, quels que soient nos milieux idéologiques, nos engagements, notre passé, vous savez très bien qu'il y a une captation de la richesse produite au nom d'une financiarisation, au nom du court-termisme sur le retour sur investissement, qui fait que nous accouchons d'une société qui se déshumanise. Elle se déshumanise dès le début, avec des familles qui se retrouvent dans des situations pour la garde des tout-petits qui est insupportable, qui doivent jongler, qui n'y arrivent plus, et à l'autre bout de la vie, par des personnes âgées, j'en termine là-dessus, qui sont réduites à un coût. Alors il y a des solutions à tout ça. Suivez de près les interventions du parlementaire Pierre Darville. Pierre a dit des choses très fortes sur un certain nombre de sujets. Suivez de près les interventions des députés, des sénateurs de la direction du Parti communiste français dans le débat qui vient et qui va monter sur la question des retraites. On n'en fera pas. La manière dont on va débattre de ce sujet-là est une réponse sur la manière dont nous voulons faire société ensemble. Ça ne sera pas simplement qu'une approche comptable et budgétaire. La manière dont le débat sur les retraites va s'engager est un rendez-vous déterminant pour dire dans quelle société nous voulons vivre. Il y a plein de choses, je termine là-dessus, sur lesquelles j'étais d'accord, d'autres un peu moins sur, j'ai envie de dire, sur la dernière partie de mon intervention, mais je suis très heureux, même si on ne va pas pouvoir développer, que vous puissiez être à la fête de l'humain pour en discuter et partager des choses avec nous. Parce que cette fête, elle réalise quand même depuis son ouverture un exploit, c'est toujours un exploit renouvelé. Hier, ça a été une journée gigantesque, j'espère qu'on aura la même aujourd'hui, pour que le journal du dimanche mette à sa une François Fillon, et pour que le Parisien mette à sa une Édouard Philippe. Ils n'ont rien compris au week-end politique. Ils auraient pu mettre en grand une photo de la scène centrale ou des allées de la fête de l'humain, des allées fraternelles, heureuses, joyeuses, populaires, humaines, avec des jeunes et des moins jeunes. Oui, voilà. Donc la parole va être... Pardon ? Ça va venir, oui, si vous voulez, oui. On va prendre 4 ou 5... le micro... voilà, ça va être Ismaël.
Et bien entendu, comment Fabien Cohen, qui est responsable du Parti communiste au niveau de l'Île-de-France, santé, interviendra quand il veut. Oui, je viens d'arriver tout à l'heure sur le débat. Moi, je suis syndicaliste dans une mairie à Montrouge. J'ai écouté vos débats, c'est très intéressant. Moi, je vois une chose, c'est que j'ai un enfant qui a 17 ans, et il me dit l'autre fois, il me dit, papa, tu es toujours en train de te battre. Oui, je me bats pour les salariés. Et il me dit une chose, quand je vois, il y a des gens qui me disent qu'ils vont partir en retraite et ils sont obligés d'aller travailler. Parce que quand ils sont en retraite, ils n'ont pas assez. Et je fais, toi, tu te bats toujours pour dire qu'il faut essayer d'avoir plus pour les salariés. Alors voilà, c'est ça la jeunesse. La jeunesse, qu'est-ce qu'on va dire? Vous travaillez et quelle retraite vous allez avoir? Et il va falloir retravailler encore. Est-ce que papa, tu vas encore travailler quand tu seras en retraite? Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Voilà. C'est des questions que je me pose. On disait toujours nos anciens, mais ils avaient bien travaillé, puis ils partaient en retraite parce qu'ils avaient bien travaillé et ils méritaient. Mais qu'est-ce qu'on va dire à notre jeunesse maintenant actuelle? Il faut travailler et continuer à travailler. Alors, je ne sais pas. Quelle question on doit se poser? Donc une note. Est-ce qu'on peut pas le troisième âge ou le troisième temps de la vie, non pas au travers des EHPAD uniquement, mais aussi au cœur de chaque village, au cœur de chaque ville, comme il y a une mairie dans le village, une école dans le village, une église, voire même dans le village, pourquoi on ne mettrait pas une maison pour tous nos anciens, afin qu'ils restent au contact des gens qu'ils ont connus. Donc ils ont plus de visites, ils sont moins isolés, et je veux dire que ça pourrait rentrer dans un budget de fonctionnement d'un département. Voilà. Je ferai encore 3-4 interventions et puis après on laissera et on fera un deuxième tour d'échange. Oui, d'abord merci pour ce débat, effectivement. Donc je me présente, Marilène Kaoué, secrétaire nationale du SNES-FSU au titre des retraités, et à ce titre je suis aussi au Haut Conseil de l'âge. Alors tout ça pour dire, avec Pascal Chambert, tout ça pour dire d'abord que je suis complètement d'accord avec Pascal Chambert, mais il le sait, donc je ne vais pas revenir sur les discriminations en termes de vocabulaire, en termes d'actes quand même, parce que quand on est vieux, je vais reprendre la dénomination, quand on est vieux, pour avoir un prêt bancaire par exemple, c'est un petit peu compliqué. Et puis, je participe, bien sûr, je suis syndicaliste, je participe à l'intersyndicale retraité ce qu'on appelle du groupe des Neufs, donc qui rassemble toutes les forces syndicales de retraités, sauf celle de la CFDT de l'UNSA, malheureusement. Et à ce titre, depuis que M. Macron est devenu président de la République, nous demandons des audiences, nous demandons à être reçus, de même que nous faisons la même chose avec Mme Buzyn. Si ça n'est pas de la discrimination, M. Macron rencontre beaucoup de monde, mais on a à chaque fois, on n'a aucune réponse de leur part. Alors moi je voulais simplement, je voudrais revenir sur ce terme de pauvreté. Moi je vous renvoie à l'étude du Secours populaire et au plan pauvreté, parce que actuellement, avec les coûts que le gouvernement vient d'adresser contre les retraités, je pense que l'année 2018 va être une année très difficile. On a l'impression, et je crois que c'est dit, que les retraités, les personnes âgées sont les vaches à lait du gouvernement. On paye la hausse de la CSG, on n'est plus revalorisé, etc. Je ne reviens pas sur toutes les mesures. Il faut savoir que tout ça aboutit au fait qu'il y ait plus d'1 million de retraités pauvres, et sur 16 millions de retraités. Donc quand même, dire que les retraités sont des privilégiés, je pense que c'est particulièrement scandaleux. Alors évidemment, les jeunes, il y a plus de jeunes pauvres. Mais est-ce qu'on doit poser le débat en ces termes? Est-ce que le fait que dans un pays, le 5e pays le plus riche, il y ait encore autant de pauvres, riches et vieux, est-ce que c'est acceptable? C'est comme ça qu'il faut poser le problème, et non pas dire on a assez fait pour les vieux, donc maintenant on s'occupe des jeunes. La France est un pays riche.
Je rappelle aussi que le corps, le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est ni une organisation syndicale, ni encore moins une organisation gauchiste, parle de la paupérisation des retraités. Donc c'est quand même un sujet à prendre en compte. Et si ça n'est pas de la discrimination, je ne sais pas comment ça participe de l'agisme, mais ça participe bien sûr d'une société de choix politiques que nous pouvons accepter. Je prends les interventions dans l'ordre des mains levées. Hein. Je vais essayer d'oublier personne. Oui, Serge Klopp. Alors moi je travaille en psychiatrie, enfin je travaillais parce que maintenant je suis un vieux, jeune retraité, je ne sais pas comment il faut dire, mais je continue à avoir une activité comme on sait avec des patients dans le travail d'association et dans le cas de Villepart. Je pense que par rapport aux EHPAD actuellement, on a au moins 3 problèmes. Il y a un manque de structure, il y a le coût, et pour moi, il y a aussi, justement, comme le disait Pascal Chambert, les modalités médicalisées de prise en charge dans ces structures. Et je pense que, c'est-à-dire que on focalise tout au travers des troubles, ce qui signifie qu'on oublie la personne derrière, on la médicalise, on ne voit plus le sujet. Et ce que je fais un parallèle vraiment dramatique par rapport à la situation dans laquelle est arrivée aujourd'hui la psychiatrie en France, c'est-à-dire qu'on est dans le même problème, dans cette hyper-médicalisation qui fait qu'on oublie le sujet. Ce qui nécessiterait donc, à mon avis, au moins comme pour la psychiatrie, à ce qu'on revienne à une formation pour les soignants, et tous les soignants, pas que les infirmiers, les aides-soignants, et peut-être éventuellement aussi d'ailleurs les gériatres, pardon, une formation plus centrée, non pas sur la maladie et les soins techniques, mais sur le relationnel et l'accompagnement. Et que, à partir de là, je pense qu'on pourrait, par exemple, remettre en perspective le trouble actuel de la personne dans son histoire, et que du coup, je pense que là, on peut avoir des effets bénéfiques importants, ou en tout cas, moins de maltraitance, parce que je pense qu'il y a aussi une partie de la maltraitance qui est liée au fait que les collègues ne comprennent pas pourquoi cette personne-là est désagréable, pourquoi. C'est-à-dire que donc, on reste sur l'immédiat du symptôme, au lieu de mettre en perspective ça avec l'histoire de la personne, de se mettre à la place de la personne, d'avoir un minimum d'empathie pour pouvoir comprendre les choses. Et dans ce cas-là, on se sentirait aussi moins persécuté par les personnes âgées, parce que, croyez-moi, je pense qu'elles peuvent être très violentes. Hein, il y a de la maltraitance vis-à-vis d'elles, mais je pense qu'elles peuvent être aussi très violentes, et que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir appréhender. Donc ça, c'est sur l'immédiat. Mais après, je pense que sur le long terme, pour moi, en même temps, le modèle EHPAD, le modèle actuel, ne peut pas être la solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, dans 30 ans, alors je ne sais plus les chiffres que vous avez dit, mais enfin, on ne va pas mettre 40% de la population en EHPAD. Ça serait complètement déconnant. Par contre, ça signifie, à mon avis, qu'il faut qu'on invente de nouvelles modalités d'accompagnement avec des structures, des dispositifs qui, pour moi, doivent être en porosité les uns les autres. Aujourd'hui, chaque dispositif est fermé et chaque fois, ça se passe par un placement. Pour reprendre le terme, alors ça se dit, c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais c'est comme ça qu'on disait autrefois, on place les lieux et à chaque fois qu'il y a ce placement, il y a une rupture. Et chaque rupture entraîne une dégradation supplémentaire à ce qu'avait causé le fait que la personne ne peut plus rester dans le milieu dans lequel elle était. Et donc, je pense qu'il faut plutôt que d'avoir des ruptures successives, il faut inventer des dispositifs de porosité, c'est-à-dire qu'en restant dans le même endroit, on puisse bénéficier de pas d'accompagnement, ou d'un accompagnement très important, mais que, que ça puisse, c'est-à-dire que ce ne soient pas les personnes qui soient constamment changées et que leur entourage change, mais qu'on se sente dessus. Alors, ça suppose un aménagement, à mon avis, urbain très important, des moyens et des pensées très importantes, et je pense que, mais en tout cas, pour moi, la philosophie, c'est de mettre fin à la relégation des vieux, comme il faut mettre fin à la relégation des fous, et surtout en même temps, alors j'ai pas le temps de développer, mais je pense qu'il faut en même temps qu'on démonte tout le discours actuel de ce qu'on appelle l'inclusion, qui est un discours libéral, qui n'inclut, donc aujourd'hui il est très à la mode par rapport aux patients en maladie mentale, en fait il n'inclut rien, il les met dans des cases où on dit qu'ils sont dans la case, on a réglé le problème. Voilà.
Donc Alors, peut-être j'ai 4 ou 5 demandes d'intervention. Alors on peut prendre 2 peut-être, comment je peux ça et Fabien monsieur avait demandé la parole ouais. d'abord, et Fabien ensuite, Martine, vous. Et on pourrait peut-être à ce moment-là, effectivement, mais ça va dépendre de vous aussi, faire un premier tour de réponse peut-être, vous souhaitez, ou vous souhaitez... Oui, voilà, et on reprendra après, voilà. Parce que, alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de jeunes et de vieux, ça fait quelques décennies que les sociologues ont convenu que cette catégorisation n'était pas opératoire et qu'en réalité, il valait mieux parler de génération plutôt que de jeunes et de vieux. En même temps, j'entends parler d'agisme et je me demande ce qu'il y a derrière, parce que si on prend par exemple l'exemple du sport, nous avions autrefois des entraîneurs, et puis comme par hasard, dans le vocabulaire est apparu le terme de coach. Et je me dis, tiens, dans toute activité humaine, il y a à la fois des aspects de type physique, ça appartient au corps, et puis en même temps, il y a des choses dans la tête. Et effectivement, la vie, elle est faite à la fois du corps et de la tête. Et c'est vrai, quel que soit l'âge, si bien qu'à mon avis, cette notion de vieux ou de jeune n'est pas opératoire si on veut comprendre ce qui se passe. En même temps, je fais référence à une journée d'études dans mon pays, là où, en Ille-et-Vilaine, à laquelle j'ai participé, et où le thème était le suivant, quel avenir pour nos anciens, pour nos aînés. Et après, ça s'était décliné en du soutien à domicile, au maintien à domicile, et puis après on passait à l'EHPAD. Et après on disait, quelle innovation possible pour améliorer le sort. Et j'ai dit, mais finalement ça y est, mon destin est déjà tracé, je vais forcément passer par le soutien à domicile, par le maintien à domicile, et puis après il y aura l'EHPAD, c'est-à-dire que dans le fond j'ai plus besoin de me poser de questions. Et j'ai posé la question suivante à ces gens-là, est-ce que je suis un aîné? Personne n'a répondu. Parce que la vraie question, elle est là. La question n'est pas celle, comme le dit une brochure de mon département, le guide du bien vieillir, mais la question c'est celle du bien vivre, quel que soit l'âge. Et après, que chacun développe ses potentialités, qu'on les entretienne, que les réseaux sociaux autour favorisent justement ce maintien d'énergie, ça me paraît fondamental, mais je pense qu'il appartient aux gens eux-mêmes de se battre pour quelque part ils soient pris en compte. Et pour terminer, je voudrais dire, dans le fond, on demande que pour la prise en charge des gens, la valeur d'usage soit reprise en compte, c'est ça qui compte, et ce n'est pas la valeur marchande, alors qu'on commence par nous mettre l'accent sur le coût des affaires. Or en réalité, la valeur marchande, elle est fondée sur le retour sur investissement à court terme, ce qu'évoquait tout à l'heure Artigol, mais qu'en même temps, le court terme s'oppose au long terme qui est la vie de l'humain. Et de ce point de vue-là, il y a une incompatibilité fondamentale entre la prétention du rendement à court terme des capitaux d'investis et les nécessités de la vie. Très bien, très bien. Très bien. On passe tous les interventions, ils font une intervention peut-être pour réagir déjà au... Oui, oui. Bien, voilà, merci. Alors plusieurs remarques par rapport à tout ce qui a été dit. Je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre. La première chose, oui, par rapport à ce que disait Olivier d'Artigol, si avec le Parti communiste français qui dénonçait pas l'agisme, voilà, vous le feriez, ce serait réglé. Bien sûr que c'est toute la société. Et que si je le lui demande à lui, c'est parce qu'on est ici dans une fête du Parti communiste, mais c'est dans une fête d'un autre parti, je le demanderai aux dirigeants du parti voisin. Bien sûr qu'on est très en retard pour dénoncer cette discrimination. Par rapport à ce qu'il disait, critiquer Netanyahou pour ce qu'il fait en Israël, c'est pas être antisémite. On peut lutter contre le sexisme et dire qu'on n'est pas d'accord avec Margaret Thatcher ou avec la mère Le Pen.
voilà, dire qu'on est contre une discrimination, ça n'empêche pas de dire qu'on est en désaccord sur le plan des idées, ou sur le plan des comportements, ou sur le plan des pratiques, avec telle ou telle personne. Voilà, il faut bien faire la différence entre l'un et l'autre. Donc, moi, je pense que être en désaccord, comme l'est Olivier d'Artigol et un certain nombre de gens, j'imagine, dans cette table ronde, avec Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire... si Emmanuel Macron avait 80 ans, ça ne voudrait pas dire qu'on ne pourrait pas être en désaccord avec lui. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, ou plutôt la troisième, la question n'est pas l'âge, dit Olivier d'Artigol. Oui, c'est pas parce que Emmanuel Macron est jeune que même dans une société agiste, on ne peut pas critiquer les jeunes. Mais le problème, c'est que dans une société agiste, on va avoir un a priori favorable pour les jeunes. Et sur l'affaire de la présidence de la République, l'Union européenne fait régulièrement des sondages. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure rapidement dans mon propos. L'Union européenne fait régulièrement des sondages pour caractériser les discriminations. Et donc on demande aux Européens, et on demande aux Français, bien entendu, parmi eux, s'ils seraient prêts à avoir comme plus haut personnage de l'État une femme, une personne de confession minoritaire, un homosexuel, etc. Et suivant les pays, ça varie dans l'Union européenne, mais un des pays, en France, il y a deux types de personnalités dont majoritairement les Français disent « on ne le veut pas à la tête de l'État ». C'est une personne transgenre, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, et alors qu'un homosexuel, c'est possible, les Français répondent oui à toutes les propositions. C'est-à-dire ça peut être un noir, ça peut être un juif, ça peut être un homosexuel, ça peut être une femme, mais ils répondent non très majoritairement pour deux catégories, une personne transgenre et quelqu'un de plus de 80 ans. Ils répondent oui à quelqu'un de moins de 35 ans. Alors Olivier d'Artigol tout à l'heure parlait du président italien, mais je vous rappelle que le président italien, il n'est pas élu au suffrage universel. Il est élu par les députés, les sénateurs. La question pour la France ou pour d'autres pays, c'est le plus haut personnage de l'État, donc ça peut être le Premier ministre dans les royaumes. Alors ensuite, autre élément par rapport à ce que disait Bernard Spitz, la question de l'aide à l'autonomie, alors moi j'aime pas le terme de dépendance, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un terme profondément stigmatisant. Mais il disait la question de l'aide à l'autonomie ne doit pas être vue sous l'angle uniquement financier, je suis parfaitement d'accord. C'est d'abord une question de représentation. Aujourd'hui, ça coûte des sous d'accompagner les enfants à l'école maternelle. On apporte régulièrement des statistiques sur ce que coûtent les écoles maternelles. On nous explique que les dernières années de la vie coûtent cher en matière de dépenses de santé. On ne nous explique pas combien coûtent les premières années de la vie. Vous voyez bien qu'on met le focus toujours en fonction d'a priori, et on met le focus en fonction d'a priori de représentation sur ce que serait le coût de l'aide aux personnes âgées. Et puis, deuxième élément, donc ça n'est pas que financier, c'est une question de représentation. Et deuxième élément, il y a des éléments économiques, mais il ne faut jamais oublier qu'en économie, ce qui coûte rapporte. Et bien entendu que l'aide aux personnes âgées, elle crée des centaines de milliers d'emplois, et développer l'aide aux personnes âgées, c'est d'un point de vue strictement économique, développer des centaines de milliers d'emplois. Et donc c'est un progrès économique, au-delà évidemment du progrès éthique dont nous sommes tous persuadés. La discrimination, donc c'est une question de vocabulaire. Moi je n'utilise pas ce terme de dépendance, sauf pour dire que je ne l'utilise pas. Je préfère qu'on parle d'autonomie. Là encore, la dépendance, c'est dire que des personnes sont dépendantes alors que nous sommes tous dépendants. Nous sommes dépendants de vous parce que si là, subitement, vous allez tous faire un tour de manège, on va se retrouver tous les trois un peu idiots. Et puis vous êtes un peu dépendants de nous parce que si vous voulez savoir ce que Bernard Spitz va dire dans 3 minutes, vous êtes dépendants de la fin de mon propos et puis de ce qu'il dira tout à l'heure. Donc, dans une société où nous sommes tous dépendants et au fond interdépendants, qualifier justement de dépendants ceux que l'on dévalorise, c'est évidemment à nouveau un marqueur de discrimination. Un jour quelqu'un m'a dit mais dépendance c'est facile, tout le monde comprend. Et je lui ai répondu mais youpin et bougnoul, tout le monde comprend. Mais moi c'est pas des termes que j'utilise. C'est juste ça. Il faut prendre conscience que des termes servent à expliciter la discrimination et à l'amplifier. C'est pour ça que nous pouvons tous changer des choses.
dire qu'on va aider à l'autonomie quelqu'un, qu'on va respecter son autonomie, et ne pas dire qu'ils vont perdre de l'autonomie. Ça veut dire quoi, perdre de l'autonomie? Ça ne veut rien dire. Mais parce que les gens très âgés doivent forcément être du côté de la perte, on utilise ce terme de perte. Leur autonomie n'est pas la même que la nôtre. Mais l'autonomie de monsieur n'est pas la mienne, l'autonomie de madame n'est pas la mienne, mon autonomie n'est pas celle de monsieur. Nous avons tous des autonomies différentes. Et nous devons respecter les autonomies des uns et des autres. Et une personne âgée, elle ne court pas le 110 mètres, ouais, mais moi, de toute façon, à 60 ans, je ne le cours plus non plus. Et puis, rapidement, parce que je suis en accord avec ce qu'a dit Serge Klopp, et il me rappelait qu'on s'est rencontrés il y a beaucoup de temps, et il a vieilli, et moi aussi. Je suis d'accord avec le fait que l'hypermédicalisation fait qu'on oublie le sujet. Et on a hypermédicalisé, alors il le dit pour la psychiatrie, on peut le dire d'ailleurs pour d'autres types de maladies, mais on a hypermédicalisé le grand âge de peur de ne pas savoir quoi faire avec des gens dont on sait qu'ils vont mourir. Alors dans 20 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, mais c'est notre incapacité à penser notre relation à la mort qui fait qu'on hypermédicalise les établissements, mais aussi le domicile. Et c'est le fait que, pour rassurer monsieur, on ne voit les personnes très âgées que vivant en établissement. Or, moi je tiens à vous rassurer, 80% des plus de 80 ans, ils vont bien. Et les 20% que nous accompagnons pour ce qui concerne les professionnels de l'aide aux personnes âgées, à domicile ou en établissement, ça représente bien peu, 20% des plus âgés. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi largement supportable financièrement de mieux les accompagner. Et puis juste par rapport à votre intervention, alors d'abord moi je suis d'origine d'Ille-et-Vilaine, nous avons des points communs tous les trois, moi je suis né à Saint-Malo, mais j'aimerais prendre du temps un peu pour discuter avec vous parce que je ne comprends pas bien ce que vous dites autour des générations, mais on en parlera tout à l'heure parce que je pense que parler de jeunes et vieux, pour le coup, n'a rien de discriminatoire, ça me paraît être une réalité du temps qui passe. Mais on pourrait y revenir. Moi, le terme de vieux ne me gêne pas. Moi, je dis souvent qu'on peut être vieux et mieux. Après, je suis bien d'accord avec vous que c'est le corps et la tête qui sont en jeu dans tout ça. Les capacités du corps peuvent diminuer, mais les capacités de la tête, elles n'arrêtent jamais de progresser. Merci. Je vais commencer dans le sens inverse, comme ça, des remarques les uns des autres. Mais moi aussi, je voudrais vous rassurer. Alors, avec non, le parcours n'est pas fléché vers l'EHPAD, ce qui peut. En fait, les statistiques montrent que à partir du moment où on a 60 ans, le risque que l'on a de se trouver en situation de dépendance, au sens du terme, il est de une chance sur 6, une chance, je ne sais pas si c'est une chance, enfin sur 6, entre 6 et 7. Donc, ce qui d'ailleurs veut dire que c'est un risque mutualisable. Là, je mets la casquette de l'assureur pour dire ça. C'est très intéressant de se dire qu'il y a là quelque chose de profond, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en grande majorité en bonne santé, enfin, limite de vieillissement, et que donc il y a une certaine logique, et je crois une acceptation sociale à l'idée qu'il y a une contribution de ceux qui vont être en bonne santé au profit de la petite minorité qui, elle, ne le sera pas. Ça, c'est important, dans l'idée de faire tissu social ensemble. Alors après, sur le terme dépendance, autonomie, c'est un débat qu'on a en permanence. Moi, personnellement, je suis agnostique là-dessus. Ce qui m'intéresse d'un point de vue sémantique, c'est par exemple ce que font nos amis du Québec. Toujours de réflexion intéressante sur les termes qu'on utilise. Alors eux, ils définissent la dépendance autour des actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire vous êtes ou non capable de, tout seul, de mener un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. En France, on a une référence qui s'appelle le GIR. Alors personne ne sait ce que ça veut dire, et d'ailleurs, ça fait bien partie, c'est tout à fait emblématique de la technocratie qui coupe les ailes des gens, mais au Québec, c'est simple, vous êtes capable de vous nourrir, de vous habiller, de vous nourrir, de vous laver, et c'est ça les critères.
dépendance, autonomie, on peut en discuter, de même que le terme génération. Moi j'admets, je suis assez sur votre ligne, ça me paraît assez effectivement logique, d'autant que c'est pas simplement une question d'âge, au sens démographique de ceux qui sont nés entre telle année et telle année, mais qu'il se produit quand même, avec les nouvelles technologies, et c'est un sujet qui est quand même important, il y a un décalage. Quand on parle des milléniums, etc., il y a toute une série aujourd'hui de phénomènes qui sont quand même singuliers, et que les jeunes qui naissent avec les nouvelles technologies ne sont pas fabriqués, non seulement ils n'ont pas les mêmes réflexes, mais même les sciences neurologiques disent que ça a une influence sur leur fonctionnement du cerveau et que ça modifie en profondeur. C'est un autre sujet, je ne vais pas le développer ici, mais donc cette idée de génération, je crois, elle est puissante. Et l'idée de solidarité entre les générations, de dialogue entre les générations, elle est très puissante. Ce que disait tout à l'heure, comment il s'appelle D'Artigol, sur son expérience à Pau, je trouve ça extrêmement à la fois fort et c'est pas qu'à Pau, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est l'idée commune, alors pour le coup ce serait une espèce d'agisme qui est de dire forcément si les jeunes vont vers les vieux, c'est un sacrifice des jeunes et que les vieux doivent être reconnaissants de la générosité du temps donné par les jeunes et de l'énergie qu'ils apportent. Mais non, en fait, c'est non seulement, c'est au moins équilibré, et ça peut même être l'inverse. Parce que ce qu'il disait sur ces jeunes, c'est pas n'importe quel jeune, c'est des jeunes qui sont plutôt, dont j'imagine qu'il y a une proportion importante qui est isolée, qui n'a pas de famille vraiment pour les soutenir, etc., etc. Et donc ils vont trouver dans le regard et dans la discussion avec des personnes qui, comme ont un vécu et une expérience, ils vont voir, ça c'est un échange très profond, très riche, et qui montre bien qu'il n'y a pas là encore, c'est ça la solidarité intergénérationnelle. C'est pas simplement une solidarité financière, c'est une solidarité dans le respect, dans la vie, dans l'accompagnement et au sein de la cité. Alors rapidement sur les autres points qui avaient été évoqués, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut anticiper l'établissement de demain. C'est ce que je disais. La logique, c'est de faire en sorte que d'abord, et là-dessus, les nouveautés technologiques sont importantes, les gens puissent rester, parce que c'est ça leur désir profond, chez eux le plus longtemps possible. Donc il y a pour ça à la fois des innovations qui sont en train d'être menées, je parlais de la domotique tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'e-santé et de la prévention, qui est un sujet extrêmement important, qui peut permettre de retarder le plus possible le moment de départ. Et puis après, il faut qu'il y ait des formules qui soient différentes, plus souples, plus sur mesure pour s'adapter à la situation des personnes considérées. Et celles qui ont une famille qui peut s'occuper d'elles ou pas, celles qui habitent en province ou qui habitent à Paris, celles qui habitent dans des grandes villes ou qui habitent dans des endroits plus isolés, tout ça n'a rien à voir. Ce sont des cas particuliers, il faut à chaque fois avoir le système le plus souple, mais à la fin des fins, c'est une combinaison de choses dans lesquelles la dimension financière est évidemment importante, on ne peut pas l'occulter, mais c'est pas la seule. Et effectivement, pour toutes les raisons du monde, non seulement de vision de société, mais même de pragmatisme, tout mesuré à la lumière des chocs comptables, c'est quelque part une paresse intellectuelle. Parce que c'est dire on continue comme on faisait, mais c'est juste trouver un peu plus d'argent. Mais quand ça marche pas, ça marchera pas plus avec plus d'argent. Et au contraire, et de ce point de vue-là, moi je dis toujours une chose, c'est simplement que on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il y a de l'argent. L'idée c'est qu'un euro qui est dépensé pour rien, c'est un euro qu'on s'empêche d'utiliser à bon escient. Et donc il n'y a jamais de gaspillage sans conséquence, et la conséquence, c'est ceux qui ont besoin de cet euro, c'est rarement les gens les plus aisés qui en sont les victimes. Donc je pense que la bonne utilisation de l'argent public, c'est un élément fondamental. Après, quant à et je termine avec ça, oui, la paupérisation des retraités. Parce que moi, j'aborde mon livre à travers l'angle, encore une fois, le prisme des jeunes. Je n'oppose pas l'un à l'autre, je mets le focus. Quelqu'un qui serait parti de France dans les années 70 sur la Lune et puis qui serait revenu 20 ans plus tard, constaterait une amélioration globale de la situation des personnes âgées. Mais c'est macroéconomique, alors évidemment ça ne retranscrit pas la situation de chacun. Personnes âgées, des personnes qui ont plus de 60 ans, il y en a plus de 10 millions. Vous imaginez bien qu'il y en a, le sort des uns et des autres est extrêmement variable, et quand on raisonne sur des moyennes, c'est forcément réducteur. Mais globalement, c'est comme ça. Alors après, ça ne veut pas dire que certains sont privilégiés et d'autres pas, mais simplement qu'il faut être conscient du fait que la société française a effectivement, à un moment donné, éprouvé le besoin de régler un certain nombre de choses, et que ça a eu un effet.
mais que, bien sûr, ça ne règle rien pour autant, et puis que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est tout à fait nouvelle, et que le sort qui est fait aux jeunes, qui n'est pas bon dans ce pays, n'a pas à être mis comment dire, encore une fois, c'est pas un jeu de vase communicant. Personne ne dit que c'est les vieux qui ont pris la place des jeunes. C'est simplement que les deux sont d'une certaine façon, et c'était dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un problème de civilisation, en tout cas de choix de société, que les deux ne sont pas bien traités. Donc on va... Fabien. Oui, donc Fabien Cohen de la Commission nationale santé et protection sociale du PCF. D'abord, je suis comme Olivier, je me félicite de cette possibilité de débat, parce que effectivement, je le confirme, c'est un des premiers, ce n'est le seul débat en tout cas sur la fête, ça c'est sûr, mais un des premiers débats que nous organisons de cette manière-là. Et je remercie Christiane notamment et la Bretagne, la région de la Bretagne, de nous avoir permis cette rencontre. Je crois que c'est important parce que effectivement, c'est d'abord un problème de société, ça a été dit. C'est un problème de société parce que nous sommes en train d'évoluer d'un 20e à un 21e siècle. Ah. C'était pas moi, j'ai peur. La fête de Dumas, on perd sa voix assez rapidement. Je me suis dit, tiens, c'est dommage, je suis en train de perdre ma voix. Donc non, je disais, c'est un problème de société, et je crois que le fond de la question aujourd'hui, c'est que nous passons d'une société du XXe siècle qui a essayé de créer une solidarité intergénérationnelle, une solidarité qui permette, par leur cotisation sociale, de faire en sorte que l'argent soit réparti par les travailleurs, à une société où c'est les marchands qui récupèrent l'argent pour le répartir très peu et le garder profondément pour eux-mêmes. Et je crois que fondamentalement, un des premiers points que l'on a aujourd'hui, c'est comment on répartit la richesse, et on la répartit pas seulement un problème entre jeunes et vieux, on la répartit sur l'ensemble de la société. Et ce que aujourd'hui nous pouvons dire des vieux qui sont en train de paupérisation, on pourrait nous dire aussi des jeunes qui sont en très grande difficulté financière. Regardez Parcoursup qui a encore aggravé la situation, et où on ne pourra trouver bientôt un parcours au niveau étudiantin que si on passe par une boîte privée. C'est de plus en plus, ça va être dans ce sens-là, et j'avoue que j'ai très peur, y compris si c'est une bonne nouvelle que le numerus clausus va peut-être être supprimé, on nous amène à un numerus clausus, compte tenu qu'on ne peut pas aujourd'hui accueillir obligatoirement dans les hôpitaux, parce qu'il y a un manque de moyens énorme, qu'on aille vers des hôpitaux privés et que cette formation se fasse de cette manière-là. Donc je crois qu'on a un vrai problème aujourd'hui de confrontation à cette richesse qui est produite et que l'on ne peut pas partager. Et donc la question de fond aujourd'hui, c'est vraiment la question de la solidarité et de la poursuivre. C'est-à-dire que ce n'est pas la sécurité sociale du XXe siècle dont on a besoin, maintenant c'est la sécurité sociale du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas seulement de poser le problème de la maladie, de poser le problème de la retraite, de poser le problème des branches qui sont accidents et famille, mais qui pose la question plus globalement de comment on sécurise l'emploi, la formation, comment de l'enfance à dernier jour, à la mort, on a une sécurité d'emploi et de formation et de vie digne. Et je crois que c'est un petit peu ça qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Nous, on a des propositions dans ce sens-là, qui sont des propositions qui visent à créer un continuel, au moins déjà entre l'époque de l'éducation, bien sûr de l'enfance, mais après de pouvoir rentrer dans le monde du travail, et après de pouvoir continuer très loin, le plus loin possible, dans une solidarité qui n'est pas seulement intergénérationnelle, mais qui est aussi une solidarité sociale, c'est-à-dire entre ceux qui sont les plus riches et ceux qui sont les moins aisés, pour arriver à cette distribution. Dans le même temps, je dis attention, à la fois il faut construire ce projet, et dans l'urgence aujourd'hui, nous avons besoin de moyens très rapides. Je le dis parce que il y a là une situation de crise énorme, une crise notamment dans ce secteur de la perte d'autonomie, car je partage cette idée de perte d'autonomie, dans ce secteur de la perte d'autonomie et de l'autonomie d'une manière générale. On a besoin aujourd'hui effectivement d'avoir rapidement des moyens. Nous,
sur un plan d'urgence aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple des EHPAD qui ont défrayé la chronique, il nous semble qu'il y a besoin de créer 200 000 emplois très rapidement. Très rapidement, 100 000 emplois dans les personnes aidées, ce qui fait 300 000 emplois. Alors on pense naturellement qu'on peut pas faire ça d'un coup, mais dans les 3 ans à venir, il nous faut un plan qui va dans ce sens-là. Il faut une formation. Le Serge en a parlé tout à l'heure et ça a été redit. Je crois qu'on a besoin de former ces personnels qui sont... Hier, on était avec Barbara Filleul dans un débat qui s'occupe notamment des EHPAD, qui est responsable syndicat de CGT, et elle nous disait on ne fait pas de la maltraitance, on fait de la non-traitance. Et je crois que c'est une idée qui est très forte, parce que certes il y a une maltraitance institutionnelle, indéniable, mais il y a une non-traitance aujourd'hui des personnels parce qu'ils sont autant victimes de eux-mêmes que les personnes dont elles ont la charge. Donc voilà, il faut ça et il faut en même temps, parce qu'il va y avoir le PLFSS, exiger des financements et ça a été déjà dit par Olivier et d'autres, ça sera encore redit. L'argent, c'est pas ce qui manque. Il y a énormément d'argent dans notre pays. Il faut le redistribuer rapidement et je crois qu'il faut être très attentif au PLFSS, au plan de financement de la sécurité sociale qui va arriver. Donc les mots solidarité, formation, création d'emplois, changement de société, continuum, je crois que c'est des mots qu'il faut maintenant aussi qu'on travaille ensemble.